Mais avant le débat tant attendu, nous avons notre dernier intervenant, Andrea Benedetti, donc, qui est doctorant à l'Université de Strasbourg, donc, qui prépare une thèse avec Maurice Carrez donc, sur le Bureau socialiste international et qui va donc nous évoquer cette institution au moment des révolutions de 1917, parce que souvent on pense que le BSI meurt en 1914, parce que d'une certaine manière, selon une certaine grille de lecture, il a failli, puisqu'il a été mis en échec par la guerre, mais il est justement intéressant de voir comment ce BSI a continué, bon an mal an, à fonctionner pendant quelques années, et c'est de cela que Andrea Benedetti va nous parler maintenant pour 15 minutes, au cas où ça n'aurait pas été Je vais essayer de tenir. Merci, Jean Numa. Donc effectivement, à la veille des révolutions de 1917, les bureaux socialistes internationaux n'avaient pas encore réussi à convoquer une rencontre de l'intégralité de ces sections. Et cela était dû au blocage qui affectait l'unité du mouvement socialiste international selon des fractures multiples. Notamment, une première division concernait les BSI lui-même. Il avait été déplacé à La Haye depuis la fin de 1914 et les bureaux il était réduit à son nouveau comité exécutif, c'est-à-dire à son secrétaire Camille Huysmans et à la délégation hollandaise, donc Van Kool, Albarda, Troelstra, Wibo et Vliegen. Son président, Emile van der Velde, s'opposait des principes à la reprise de toute activité internationale socialiste jusqu'à la fin de la guerre, alors que Huysmans s'efforçait de réunir une internationale qui de facto n'existait plus. Huysmans était d'ailleurs loin de faire l'unanimité dans le camp socialiste. Ces manœuvres pour isoler les Immerwaldiens avaient déjà attiré la colère des minorités pacifistes, mais les majoritaires socialistes aussi se méfiaient de lui reprochant une attitude louvoyante entre les Alliés et les empires centraux. Une deuxième division du mouvement socialiste s'est placée sur un plan organisationnel, suivant les positions des différents gouvernements par rapport à la guerre. Donc il y avait d'un côté les socialistes interalliés, tant des empires centraux que de l'entente, qui avaient entamé déjà depuis 1915 des processus de conférences partielles. Aussi, déjà depuis octobre 1914, les sections scandinaves et hollandaises réunissaient régulièrement des conférences socialistes des pays neutres. Les BSI avaient essayé de se saisir des conférences des neutres comme un embryon de relance de l'international, mais la seule rencontre qu'il avait réussi à organiser lui-même, celle de La Haye en 1916, avait été sans impact pour le reste du mouvement socialiste. Une troisième division consistait enfin dans la reproduction au sein de chaque parti des lignes de fracture que connaissait à l'heure actuelle le socialisme international. Donc les divergences s'aiguisaient à la veille de 1917 entre les majoritaires, tant bellicistes que neutralistes, et les minoritaires, tant les pacifistes que les révolutionnaires. Ces derniers s'est organisé notamment au sein du mouvement des Iberwald. Ils s'attaquaient de plus en plus violemment au BSI à ses responsabilités lors du déclenchement de la guerre. Donc Zimmerwald avait aussi déjà commencé à concurrencer directement les BSI par la création de la Commission socialiste internationale de Berne. À la veille des événements de 1917, alors que les thèses de Lénine commençaient à percer chez les Zimmerwaldiens, Huysmans invitait les directions socialistes à soutenir les initiatives de Wilson, exposées dans sa note aux belligérants du 20 décembre 1916. La division du camp socialiste allait se creuser sur l'alternative entre la paix wilsonienne et la paix révolutionnaire. En 1917, donc, les BSI est à La Haye, la révolution à Petrograd, mais tout se joue à Stockholm, qui devient une sorte de Mecque du socialisme universel. Notamment, Stockholm est un passage obligé pour se rendre en Russie. Elle devient le théâtre d'un nombre incalculable d'entrevues politiques, d'échanges secrets, des complots. En outre, le leader du Parti social-démocrate suédois, donc Hjalmar Branting, est parmi les hommes les plus fidèles à Huysmans et sa vision du rôle du BSI dans la guerre. Et les échecs de Huysmans et les événements de Russie feront gagner à Branting une place dominante au sein du BSI, en dépit du secrétaire lui-même. Donc, les réactions de l'exécutif du BSI à la révolution de février sont immédiatement enthousiastes, pour 4 raisons. D'abord, pour les caractères socialistes modérés et démocratiques du février. Ensuite, c'est un enthousiasme géopolitique, du fait que la fin de l'autocratie tsariste aurait pu rapprocher les socialistes de l'entente et des empires centraux. Troisièmement, les BSI estiment pouvoir utiliser la révolution pour stimuler les négociations de paix dans le sens d'une paix générale et mettre en échec les plans de la gauche zimmerwaldienne pour une paix séparée et immédiate. Enfin, les BSI comptent utiliser l'élan de la révolution pour réunir à nouveau l'international et au complet. Il est donc bloqué à La Haye et entouré des zones de guerre, donc Huysmans envoie d'abord Branting à Petrograd. Du 5 au 9 avril, Branting y rencontre Milyukov, Kerensky, Chaïze, Tseretli et Gorky. Il appelle les socialistes russes à l'unité des forces révolutionnaires et à éviter toute paix immédiate. Il leur conseille aussi de saisir l'exécutif du BSI pour qu'il convoque une réunion plénière de ces sections. La démarche de Branting est donc un succès. Le département des relations internationales du Soviet de Petrograd commence effectivement à se saisir de la question d'une rencontre socialiste internationale dès le 12 avril, sous l'impulsion du menchevique Mikhail Goldman.
Donc, ces manœuvres du BSI sont pourtant concurrencées par les Immervaldiens. Notamment, il y a Robert Grimm qui prépare au même moment que Branting un voyage à Petrograd pour convaincre les soviets de conclure une paix immédiate et, je cite, de lutter contre les agissements de Branting contraires à la paix. Aussi, d'autres voyages des délégations socialistes se multiplient. Les problèmes posés par les socialistes russes acquièrent ainsi une portée générale. C'est en Russie que se précipitent les socialistes des pays de l'Entente et des pays neutres chargés de diverses missions. Tous les socialismes regardent maintenant vers Petrograd avec le désir d'une coopération étroite, la volonté d'un freinage efficace ou l'espoir d'un débordement révolutionnaire. Le BSI s'inscrit parfaitement dans cette volonté internationale de récupération de la révolution. Après le succès du voyage de Branting, le 15 avril, le BSI lance son propre appel à réunir l'international dans son intégralité. Il se rallie aux déclarations de Kerensky et de Wilson à la fois et décide que sa délégation hollandaise devait s'établir à Stockholm et s'élargir aux délégations scandinaves. C'est ainsi que voit le jour un comité hollando-scandinave comme émanation directe du BSI et siégeant à Stockholm. Ses membres sont donc ceux de l'exécutif du BSI, les Suédois Branting, Möller, Söderberg, les Danois Stauning et les Norvégiens Widnes. Le comité hollando-scandinave est mandaté pour organiser une conférence socialiste internationale à Stockholm pour le 15 mai. Celle-ci est théoriquement ouverte aux majoritaires et aux minoritaires, aux neutres et aux belligérants. Mais dans la pratique, elle est conçue comme l'offensive finale contre la gauche zimmerwaldienne. Les plans du BSI reposent notamment sur les réactions des socialistes français, anglais et belges. Sans eux, une conférence réservée aux Russes, aux pays neutres et aux Allemands n'aurait fait que le jeu de Lénine et de la paix séparée. Donc cette opposition du BSI à la paix séparée fait aussi faire remonter le bureau en popularité auprès des majoritaires de l'Entente, et notamment des Français. Les relations se normalisent également entre Huysmans et Van der Velde. La paix générale invoquée par les BSI devient ainsi une paix à réaliser suite à la victoire de l'Entente et selon les principes wilsoniens, même si dans la théorie on continue à se référer aux formules de paix du Congrès de Copenhague de 1910. Donc, le 27 avril, Frédéric Borg-Bjerg arrive à Petrograd comme représentant du BSI pour coordonner les efforts avec les soviets pour la conférence socialiste. Des divergences d'opinion émergent dès le début des pourparlers, reflétant la ligne de démarcation entre l'opposition modérée et la gauche des Immerwald, donc en Russie entre les mencheviks et les socialistes majoritaires d'un côté et les bolcheviks de l'autre. Ainsi, l'ombre de la paix séparée n'allait pas manquer dès le début de ternir l'image de la conférence de Stockholm. Les problèmes s'étendaient au-delà de la Russie et minaient bientôt la cohésion interne du BSI lui-même. Premier incident, Troelstra déclare à la presse qu'il était possible d'imaginer qu'une paix générale puisse se produire par une série de paix séparées. Il est désavoué publiquement par les BSI le 5 mai, mais sa position trouve de l'écho dans les minorités pacifistes, même les non-bolcheviques. Deuxième incident, les socialistes danois, membres du BSI, proposent de ne pas aborder à Stockholm la question des responsabilités des directions socialistes en août 1914, ce qui suscite la désapprobation à la fois de Branting et de Huysmans, tous les deux conscients du fait que si la question des responsabilités n'était pas débattue à Stockholm, ça aurait certainement profité aux Immerwaldiens. Donc, face à une conférence qui commence à avoir des contours potentiellement dangereux, Van der Velde lui-même finit par désavouer publiquement le projet, alors qu'il s'était rangé à côté du projet dans un premier moment. À la réunion du comité hollando-scandinave du 3 mai, la conférence de Stockholm est donc reportée au 10 juin et on décide d'organiser préalablement des conférences séparées entre les comités, donc entre les BSI et les différentes délégations nationales. Le 9 mai, les soviets de Petrograd lancent enfin son appel à une conférence socialiste internationale et acceptent d'envoyer des délégués aux entrevues partielles de Stockholm. Même si le projet de la conférence du soviet ne coïncide pas explicitement avec celui du BSI, l'appel du 9 mai est exceptionnel, puisque c'est la première fois que la proposition de réunir l'international émane d'un pays de l'Entente. L'intervention du soviet fait changer d'avis simultanément Troelstra et Van der Velde, qui se rangent à nouveau du côté de Huysmans. Mais ces succès ne durent qu'un instant. Les refus des Belges et les réticences de la SFIO et des travaillistes à participer à Stockholm, dans un premier temps, laissent du temps aux bolcheviks pour riposter en Russie, notamment lors de la conférence pan-russe du POSDR. Le 8 mai, Lénine y dénonce la comédie des congrès socialistes de Stockholm et le 12 mai, Zinoviev y présente un projet de résolution condamnant les tentatives de reconstruction de la Deuxième Internationale et l'amnistie réciproque des socialistes partisans de la défense nationale. En outre, le 10 mai, Grimm avait lancé un appel pour une troisième conférence des Immerwaldiens à Stockholm, qui se tiendra donc du 5 au 12 septembre. Et les Immerwaldiens arrivent ainsi à dévancer un BSI qui a ralenti par tous ces processus de conférences partielles qu'il avait mis en place. Enfin, des tentatives de prendre le contrôle de la conférence de Stockholm
en dépassant le BSI, émane également de la direction de la SFIO, qui le 31 mai décide d'envoyer Longuet et Renaudel à Petrograd pour se mettre d'accord directement avec les soviets, et pas avec les BSI, sur les conditions de la conférence. Malgré tout, le comité hollando-scandinave réussit à s'adjoindre officiellement la délégation russe, qui restait dorénavant à Stockholm pour préparer la conférence. Pour arriver à ces résultats, le parcours n'était pourtant pas été facile. Les Russes avaient retardé leur participation aux conférences séparées des délégations et les modalités donc, de leur intégration au sein du comité étaient demeurées incertaines. Ensuite, il y avait eu un accident qui s'était produit, notamment Tseretli avait déclaré que la conférence convoquée par l'appel du Soviet, le 9 mai, aurait été absolument distincte de celle du BSI. Et effectivement, les Russes convoquent de leur propre initiative une conférence pour le 28 juin et le 8 juillet. Donc Branting et Huysmans, ils télégraphient immédiatement au Soviet de Petrograd qu'il était encore prématuré de fixer une date pour la conférence des délégations et qu'il fallait au préalable procéder à une concertation à Stockholm. Ce n'est ainsi que le 2 juillet que la délégation russe se met en route. Donc il y a Rozanov, Goldberg et Smirnov pour les mencheviks, Ehrlich pour les Bund, Rouzanov pour les socialistes révolutionnaires et Smirnov, représentant des soldats. Leur départ coïncide avec les premiers et éphémères succès de l'offensive de Kerensky en Galicie, qui semble ainsi repousser la menace de paix séparée germano-russe. Le mandat de la délégation russe est de faire en sorte de réunir en un seul les 3 projets des conférences internationales, celle du Soviet, celle du BSI et celle des Zimmerwaldiens. Les négociations avec les Zimmerwaldiens échouent, mais un accord est facilement trouvé le 11 juillet avec les BSI. Les Russes sont ainsi intégrés au comité organisateur de la conférence de Stockholm, prévue dès lors pour le 15 août. Mais un conflit d'influence s'ouvre immédiatement entre Huysmans et Rozanov, symbolisant en vrai l'enjeu d'autorité morale sur le nouveau cours du socialisme mondial entre les BSI et les soviets. Rozanov exige que Tchaïde, déjà président de l'exécutif du Soviet de Petrograd, soit également le président provisoire de Stockholm. Huysmans exige en contrepartie que Branting et Troelstra en soient les vice-présidents. La crainte d'un dépassement du BSI de la part du Soviet s'accroît lorsque, le 19 juillet, la direction de la SFIO s'adresse directement aux soviets et non au BSI, encore une fois, pour exiger un report de la date de la conférence. Les priorités des calendriers de la SFIO et ensuite celles des travaillistes finissent par primer sur le BSI. La délégation russe est utilisée pour décider du report de Stockholm au 22 août et de la tenue préalable d'une conférence interalliée le 8 août. Donc, le renvoi de la réunion interalliée provoque alors automatiquement un report de Stockholm au 9 septembre. C'est à ce moment-là, donc entre juin et août, que les gouvernements états-uniens, britanniques, français et italiens, les uns après les autres, ils refusent les passeports socialistes pour se rendre à Stockholm. On a vu ça ce matin. Et pour éviter un échec certain de la conférence, les Russes sont encore une fois utilisés pour obtenir un report de Stockholm sans un discrédit du BSI. Le 17 août, Albert Thomas propose à Branting d'épousser Kerensky à faire une déclaration sur l'inopportunité de la conférence, pour le moment, sans en rejeter les principes. Un nouvel ajustement est enfin décidé lors de la conférence interalliée de Londres et les socialistes de l'entente s'arrogent ainsi la prérogative de décider à la place du BSI et aussi de la délégation russe au comité organisateur. Le 17 septembre, un manifeste du comité hollando-scandinave rend public la volonté de ne pas abandonner l'idée d'une conférence générale de l'international, mais ils n'en définissent pas la date. Le coup mortel sera ainsi la révolution d'octobre, puisque l'offre de paix à l'Allemagne modifiait les perspectives. Le problème de la paix séparée et de ses conséquences échappait à la compétence de la deuxième internationale, qui n'avait su en détourner la menace, et devenait donc une réalité diplomatique. Donc très rapidement sur les réactions à la révolution d'octobre, donc l'annonce du début des négociations russo-allemandes pour la paix provoque des réactions fébriles. La paix des compromis devient une illusion lointaine et des divergences majeures émergent au sein du BSI. Stauning demande l'ouverture urgente de la conférence de Stockholm pour le 2 décembre, jour même du début de Brest-Litovsk. Il veut que l'international puisse peser dans cette paix, même si c'est une paix séparée. Branting dénonce en premier les tentatives danoises d'engager l'international en faveur de la paix allemande de Lénine. Huysmans déclare après que la conférence des éléments germanophiles de l'international n'apporterait rien à la vraie paix générale et comporterait le risque d'une scission absolue de l'international. La ligne du BSI devient alors pas de conférence séparée pour cautionner une paix séparée. La position est pourtant précaire. Alors que Huysmans et Branting parient sur l'échec de Brest-Litovsk, Van Kool et Troelstra se rangent du côté de Stauning au fur et à mesure que les négociations se poursuivent et que le BSI n'a le moindre impact. Conclusion. Très rapidement, Huysmans ne voit pas d'autre alternative pour relancer l'idée de Stockholm que de réutiliser les Russes.
et notamment les exilés. Donc Kerensky devient un interlocuteur privilégié du BSI. Il est utilisé pour dénoncer la révolution russe et la tyrannie prétorienne bolchevique. Axelrod et Roussanov sont admis à la conférence interalliée de Londres en septembre 1918 pour dénoncer le régime bolchevique. La croisade anti-bolchevique devient alors un potentiel à exploiter comme un élément qui pourrait réunir l'international à nouveau. Mais cette croisade se révèle un échec, non seulement à cause de la contre-offensive bolchevique qui commence à organiser les Comintern, mais surtout à cause de l'excessive complaisance du BSI avec les prétentions grandissantes de Kerensky. À la dernière conférence interalliée, l'intervention de l'entente contre le gouvernement russe est condamnée dans un premier temps, mais l'allocution de Kerensky fait changer d'avis les délégués. Donc la résolution qui est approuvée dit que toute intervention militaire en Russie révolutionnaire devait être conforme aux 14 points de Wilson et devrait avoir comme seule finalité la restauration de la paix et de la démocratie. Les socialistes interalliés, donc, avec la caution morale de la participation à Londres à la fois de Huysmans et de Van der Velde, approuvent de facto une intervention impérialiste en Russie révolutionnaire. Donc, en conclusion, vraiment quelques mots. Pour de vrai. Pour de vrai. L'incapacité du BSI à influer sur les événements de 1917, son instrumentalisation de la révolution et sa compromission avec les conférences interalliées expliquent son échec à reconstruire l'unité du mouvement socialiste. L'opposition à la Stockholm du BSI est également un terrain d'avancement des positions bolcheviques au sein de nouvelles institutions révolutionnaires. La révolution d'octobre décrète la fin de l'ultime tentative de réunir la deuxième internationale, mais elle décrète aussi la fin de l'unité des Zimmerwald, devenue désormais un instrument inadéquat, dont les querelles étaient désormais dépassées par les faits mêmes de la révolution d'octobre, et les bolcheviks créèrent ainsi la troisième internationale, en laissant au BSI rien d'autre que le choix, que la possibilité de créer de nouvelles convergences entre des anciens Zimmerwaldiens non bolcheviques et des anciens socialistes de guerre. Merci beaucoup.